Venons-en maintenant au dossier de la reprise de l'usine du Sud. Je vous le disais en titre, Antonin Beurier, le PDG de Vallée NC, est notre invité. Bonjour Antonin Beurier. Bonjour. Et pour vous interroger, Elisabeth Noir. Antonin Beurier, bonjour, merci d'accepter cette invitation. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites l'actualité. D'abord, peut-être, quelle est la situation de l'usine ? On sait que la mine a été bloquée, qu'il y a les accès à l'usine également. Le comité d'entreprise a annoncé il y a quelques jours que l'usine n'était plus alimentée en minerai et que peut-être qu'il fallait l'arrêter ce jeudi. On en est où ? J'ai pu annoncer au comité d'entreprise ce matin, exceptionnel, que nous avions convoqué, que nous pouvions assurer un niveau d'activité minimal pour assurer l'intégrité de l'usine, pour éviter un arrêt qui pourrait être vraiment catastrophique, tant sur le plan des risques que sur le plan économique. Donc nous ne déclenchons pas le chômage technique. On a trouvé un accord, si j'ose presque dire, un gentleman agreement avec les gens qui sont sur les barrages pour que le minimum des équipes puisse au moins assurer l'intégrité de l'outil, qu'il n'y ait pas de dégradation et que on en reste là. Ça permet de limiter les dégâts, même si le mois de novembre va être catastrophique. Voilà, vous aviez annoncé des bons résultats pour Vallée NC au troisième trimestre. Bien tout sûr. ça va être mis en cause. Le mois d'octobre, on était à l'équilibre d'exploitation, on a fait 2800 tonnes, on était sur une bonne dynamique, les équipes ne lâchent rien, étaient vraiment motivées, c'était super. Bon là, c'est évidemment une grande déception, alors évidemment pour l'entreprise, mais je pense à tous les sous-traitants et tous les employés des sous-traitants. Beaucoup ont dû déclarer aussi on a dû déclarer force majeure, la mine elle est à l'arrêt, et donc c'est beaucoup de gens qui sont sur le carreau et je trouve que c'est un immense gâchis. En plus des blocages, il y a aussi des atteintes à l'outil de travail. On sait qu'il y a eu des problèmes avec le ferry, il y a des barrages ici ou là. Vous êtes impacté sur ce plan-là, vous allez porter plainte ou est-ce que c'est hors sujet pour l'instant ? Non, on va dire que les choses se sont un peu calmées, d'accord ? On a essayé aussi de limiter tous les mouvements, de faire le strict minimum, de protéger les employés, bien entendu, parce que même s'il y a un certain nombre de responsables qui sont responsables, il y a dans le collectif des gens qui sont beaucoup plus virulents et donc on veut absolument éviter tout pépin sur les personnes, dégradation physique, etc. Bien entendu que sur les actes, notamment l'attaque du ferry, parce que je ne sais pas si toutes les photos ont été vues, mais bon, c'était quand même une dizaine de personnes masquées, armées. Donc, bien entendu que des actions judiciaires sont en cours, mais nous, on ne souhaite pas en rajouter en ce stade-là. On aimerait vraiment que la raison et l'apaisement reviennent. Pour revenir au fond du dossier lui-même, la reprise de Vallée NC, vous êtes entré en discussion exclusive pour la solution Prony Resources avec le groupe Vallée. On en est où ? Quelles sont les prochaines étapes maintenant ? Vous avez jusqu'au 4 décembre. C'est ça. Alors, la solution de reprise, elle est établie, elle est définie, elle est prête. Il ne manque que deux choses. La première chose, c'était la structure de l'actionnariat calédonien. Puisqu'on avait bien pensé, on écoute les gens, qu'il fallait qu'on soit flexible là-dessus et que justement, on donne un espace au dialogue et à la discussion pour essayer que tout le monde s'y retrouve. Qu'il n'y ait pas des perdants, des gagnants, les privés contre les publics, le Nord contre le Sud. Voilà. Donc, il n'y a que ça à terminer. Tout le reste est en place. Le support de Groupe Vallée, le support de l'État, le support de la province Sud. Et il reste maintenant à finaliser les accords bancaires également. C'est un tour de table de 120 milliards que nous avons réalisé en un mois. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça nous permet de repartir pour les prochaines années avec une structure financière complètement assainie. On peut relancer le programme Lucie. C'est 600 emplois sur 3 ans. C'est le premier programme d'investissement privé sur la Calédonie. On peut relancer l'économie. Voilà, qu'on nous laisse travailler, ça serait super. Alors justement, concernant l'actionnariat calédonien, vous aviez proposé une solution où il y avait 50% qui étaient détenus par des intérêts calédoniens, 20% pour la province Sud et pour Promo Sud, enfin pour les collectivités, 23% d'actionnariat salarial et 7% d'actionnariat populaire, enfin de la société civile. Ce montage tient toujours ? Est-ce que vous êtes en train de l'affiner ? Il y avait une réunion hier à la province Sud. Voilà, on est en train de l'affiner et ça me donne l'occasion de préciser les choses. Les 50% qui sont réservés aux intérêts dits calédoniens sont non diluables. C'est-à-dire que ces 50%-là, ils sont sanctuarisés, ils ne bougeront pas. Pourtant, c'est vraiment un reproche qui est fait à cette solution. Oui. On vous accuse de proposer un capital qui va être dilué. Pas pérenne. D'accord. Eh bien, j'ai l'occasion, à cette antenne, de vous confirmer que tant la part salariée que la part qui va être réservée aux intérêts calédoniens ne bougera pas. Elle ne bougera pas puisque j'ai l'accord de l'ensemble des autres investisseurs pour qu'on trouve d'autres moyens de financer le cas échéant l'entreprise que de redemander aux acteurs locaux et en tout cas de dissoudre
ou de diluer leur part au capital. Ils auront 4 sièges sur 8 au conseil d'administration. Et l'initiative qui a été prise avec la province sud, sous un peu l'égide, mais c'est vraiment une initiative d'entreprise, c'est de dire, mettons tout le monde à côté de l'actionnariat salarié, qui pourrait d'ailleurs accepter de réduire un peu sa part pour faire plus de place aux autres. Donc de 23 pourrait passer à 20, peut-être 15, c'est à eux de voir. Mais on aurait entre 30 et 35 qui seraient réservés, 1, aux intérêts provinciaux, 2, aux 3 communes du Grand Sud, Mondor, Yaté, Île-des-Pins, et 3, et ça c'est très important, c'est très innovant, aux 8 chefferies de l'aire Djoubéa-Capoumé. On a envie d'embarquer tout le monde avec nous, de faire qu'il n'y ait pas de gagnants et de perdants, comme je l'ai dit, et de montrer notre respect aux populations de l'endroit. Et qu'il y ait vraiment un bien commun, finalement, que l'on puisse servir. On nous reproche souvent, on dit « Ah oui, mais vous payez pas d'impôts parce que vous avez un pacte de stabilité. » Finalement, avec un intérêt public, si j'ose dire, collectif à 30-35, c'est comme un taux d'impôt sur les sociétés, finalement, que l'on prend, avec un bouclage financier extrêmement solide, une stratégie industrielle et commerciale qui est en place. Et vraiment, on ne peut pas tendre la main plus. Et donc, on va essayer de demander aux uns et aux autres, en toute bonne foi, de considérer qu'on est passé de 5% à 50%, que leurs intérêts sont entendus, sont respectés, ils auront voix au chapitre, des sièges au conseil d'administration. Après, j'ai besoin d'une puissance de feu économique et financière. Je ne peux pas faire qu'un truc social. Je ne peux pas faire qu'un système financé par des fonds publics parce qu'on sait bien que ça va arrêter. Les chefferies du Sud qui, pour l'instant, mènent un peu la contestation, en tout cas font partie de la contestation, elles sont ouvertes à ce montage que vous leur proposez? Ça peut les intéresser de rentrer dans le capital? C'est une main tendue que nous leur adressons en disant, écoutez, nous vous entendons, vous souhaitez faire partie de l'aventure, vous évidemment être protégés, parce qu'il ne s'agit pas de leur demander de l'argent, de les mettre sur des risques industriels qu'ils ne connaissent pas, mais de dire, on a envie que ce projet, parce qu'il n'a pas toujours été parfait, reconnaissons-le, sur la partie environnementale, sur la partie du développement local, on pourrait faire bien davantage. Eh bien écoutez, on va écouter votre voix, venez à bord, vous avez une place dans cette grande case, si j'ose dire. La province prend le lead, c'est son job, elle est en province sud, on est en province sud, c'est comme ça que ça marche. Et puis vous avez des mairies également qui ont un rôle très important sur la partie sociale, elles sont en commission minière. Bref, on a dit, faisons venir la Calédonie au sein de la gouvernance de l'entreprise, et des gens de bonne foi et qui ont l'esprit un petit peu ouvert verront que c'est un grand progrès. Il y a une prochaine réunion mardi pour essayer d'affiner tout ça et peut-être d'arriver déjà à de boucler ce tour de table, de boucler ce montage? Oui, alors c'est vrai qu'on est pris par le temps, parce qu'il ne manque que cette pièce, vous avez compris, à l'ensemble du puzzle, et que Valais, le 4 décembre, effectivement, ça se termine. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que c'est très important de le répéter. Le mandat du conseil d'administration de Valais, c'est de dire fin 2020, c'est terminé, on ne finance plus les opérations. Donc l'idée de dire on va faire dérailler cette solution pour imposer une autre, c'est très dangereux et surtout ça ne va pas marcher. Il n'y a pas d'autre solution. Vos opposants, qu'on entend beaucoup, qui sont dans les rues depuis quelques jours, martèlent l'inverse, disent il y a une solution, Sophie Nord-Corée Zinc, pour faire simple. Ils sont arrivés en deuxième position, c'est un peu l'argument qu'on entend ces derniers jours. Pourquoi est-ce qu'on les écarte aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'il en est réellement? Elle existe ou non, cette solution? Elle est crédible ou pas du tout? Alors, première chose, c'est pas Antonin Beurier qui décide. C'est Valais qui va remettre des moyens à un consortium qui doit être crédible pour prendre le relais. Donc c'est eux qui décident. Évidemment, en coordination et évidemment avec le contrôle de l'État, l'État est prêt à soutenir ce projet de reprise. C'est des efforts considérables que l'argent public est prêt à consentir pour nous aider. Donc ce sont effectivement eux plutôt les grands décideurs. Et évidemment la province sud, qui est l'autorité de régulation, qui est ici. Le management, on a évidemment notre mot à dire sur la stratégie, sur la partie industrielle, sur la partie technique. Mais après, il ne faut pas faire de procès d'intention. Il y a eu une copie qui a été remise en avril. Ils ont raté l'écrit. On a eu un rattrapage à l'oral en septembre. Ils ont raté le rattrapage à l'oral. Et maintenant, on dit, j'ai pas eu assez de temps pour réviser. Eh ben, désolé, ça marche pas comme ça. Et c'était pas un classement de 1, 2, 3, 4, 5. C'était chaque dossier a été évalué. On sait tous, et je le dis respectueusement par rapport à mes collègues et anciens amis de Sophie Nord, on sait tous qu'il n'y a pas le portage financier à Sophie Nord. On le sait tous. Et qu'il ne peut pas y avoir d'argent public prêté à cette structure. Alors même si on dit, c'est pas grave, ça sera au consortium que vous prêtez. Coréen Zinc n'a jamais pris d'engagement ferme sur des montants financiers. Alors on peut dire oui, sur le principe, il veut bien regarder.
Mais les discussions qui ont eu lieu n'ont absolument pas apporté, ni à Vale, ni à l'État, ni à qui que ce soit, les moindres garanties sur est-ce que oui ou non, ils ont dit ok, nous on met 120 milliards. Oui ou non? Parce que le financement d'État sera très compliqué, et puis Vale, ils n'ont pas du tout envie de leur prêter cet argent-là. Donc on peut faire des spéculations, mais la réalité des faits est têtue, les faits sont têtus, et voilà. Vous aviez proposé une table ronde en début de semaine, la Province Sud aussi en avait proposé une qu'elle avait annulée en raison des blocages. Maintenant, c'est l'ICAN et le collectif qui demandent cette table ronde, demandent à l'État de l'organiser. Vous seriez prêt, vous y participer, ou c'est hors sujet aujourd'hui? Le dialogue n'est jamais hors sujet. Il y a une proposition qui est maintenant mise sur la table. On a 50% d'intérêt calédonien. On est les plus flexibles et les plus ouverts possibles pour embarquer tout le monde là-dedans. On va respecter, les intérêts locaux, les intérêts coutumiers, les intérêts publics, les intérêts des salariés qui sont prêts à renoncer à de la rémunération, à réinvestir dans leur outil de travail. Si des gens de bonne volonté se disent, mais finalement c'est quand même un progrès, on a envie d'aller là-dedans, mais on discute H24 pendant tant qu'on veut. Si le dialogue c'est notre solution, qui pour moi est une énigme entourée d'un mystère, ou rien d'autre, ben c'est pas possible. On a quand même l'impression, on a vu toutes les prises de position politique, on a vu les agitations sur le terrain, on a un peu l'impression d'une entreprise de déstabilisation tout de même, voire de désinformation sur un certain nombre de dossiers. Vous avez les moyens d'y faire face, et comment est-ce qu'on fait face à ce genre de situation? Il y a une part d'irrationnel. Oui, c'est difficile pour un industriel. C'est mon job. Moi, je n'entre pas dans le terrain politique. J'ai toujours dit, qu'on soit indépendantiste ou pas, tout le monde a sa place dans l'entreprise. Et même, imaginons pour les partisans de ce pays qui soit indépendant, on aura besoin d'une entreprise minière et métallurgique bien portante qui fait du profit, solidaire avec son personnel, son territoire et ouverte à l'international. Ou alors on se replie complètement avec des intérêts publics et qui sont exsangues finalement. Donc, c'est complètement mal poser le sujet que de dire si vous êtes pour l'indépendance, vous êtes pour les Coréens, si vous êtes pour la France, vous êtes pour les Suisses. Enfin, tout ça est absurde. Si vous êtes pour l'indépendance, vous avez peut-être envie d'avoir une entreprise du Grand Sud qui investisse, qui soit profitable, qui ait une stratégie gagnante, qui rentre dans une révolution industrielle sur les batteries des véhicules électriques. On fait rentrer le 21e siècle ici en Calédonie. Ben, c'est génial. Donc, soyons ouverts et respectueux. J'ai dit tout à l'heure, je suis passé chez vos confrères et que je devais faire preuve d'humilité. Et j'ai franchement demandé pardon dans le sens où, quand on est convaincu et déterminé, ça peut être vu comme de l'arrogance ou peut-être un manque d'écoute. D'accord ? Donc, si c'est le cas, je suis absolument désolé. Je peux vous dire qu'on est motivé, on est enragé de réussir. Vous comprenez ? C'est tellement dur ce challenge. Donc, que ça soit pas vu comme de l'entêtement, mais comme une vraie ouverture et une volonté de réussir. De toute façon, on ne pourra réussir qu'ensemble en Calédonie. C'est un petit bout de caillou. Il faut qu'on réussisse à vivre ensemble. Votre conviction, vous allez réussir. Au 4 décembre, ça va pouvoir être signé à la fin des discussions exclusives. Ou est-ce qu'il est toujours envisageable que Vale jette l'éponge et mette l'usine sous cloche en disant les Calédoniens sont impossibles, je ne veux plus discuter? C'est pas tellement Vale. Vale, ils sont prêts. Ils ont validé une reprise. L'État a validé la reprise. La province Sud a validé la reprise. Alors, officiellement, le 17 décembre, ça passera devant l'Assemblée parce qu'il faut qu'on montre toutes les garanties environnementales, on va montrer tout ça. Ce qu'il faut, c'est que les Calédoniens, dans leur ensemble, on ne peut pas imposer le bien pour les gens. Hein, c'est fini, ça. C'est pas du tout une approche, vous voyez, arrogante. Il faut que nous-mêmes, on s'approprie ce projet et que tout le monde s'y retrouve. Alors, il y aura des opposants radicaux et déterminés. Malheureusement, leur schéma ou représentation du monde a été bloqué, quoi. Ils sont bloqués et on a vraiment du mal à rouvrir, à détendre un peu le sujet. D'autres sont de bonne foi. Et par exemple, ils me disent, on est inquiet si Vale s'en va, par exemple, sur le risque industriel. Eh bien, je l'ai dit, moi je suis prêt à faire venir une mission internationale indépendante, que les gens regardent l'usine, ils regardent le barrage, je n'ai rien à cacher. D'accord ? Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de complot sur la façon dont le process a été mené par Vale et par Rothschild, il n'y a pas de complot, il n'y a pas une idée de l'État d'essayer de dérailler, pas du tout, ça a été fait de façon extrêmement réglementaire et il n'y a aucun sujet là-dessus. Et il n'y a pas non plus d'idée que, mais s'ils s'en vont, c'est que l'usine ne va pas bien. L'usine, on est en train de la retaper complètement. On a une nouvelle stratégie qui fonctionne et on a des clients qui sont prêts à s'engager avec nous sur les années qui viennent. Donc voilà, je voudrais, quand on comprend pas souvent les choses en Calédonie, on bloque parce qu'on comprend pas et on se dit oh là là, il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas, je bloque. Mais venez et laissez-nous au moins parler. La réouverture de la raffinerie que certains évoquent, notamment dans le projet Sofinor Corée Zinc,
ça paraît complètement impossible aujourd'hui, hors de question, c'est pas rentable. Nous, le calcul qu'on a fait après plus de 10 ans d'opération, c'est que ça nous coûtait plus cher de l'opérer que ça nous rapportait de chiffre d'affaires supplémentaire, avec un affinage supplémentaire. On avait fait venir Coréa Zinc, Coréa Nickel chez nous en mai 2019 parce qu'on leur a dit vous avez des experts, venez voir. Ils se sont penchés sur le modèle et ils nous ont proposé quelque chose qui était complètement décorrélé des réalités calédoniennes. L'investissement était sous-estimé, le coût des réactifs était sous-estimé. Donc dans leur idée, ils pensaient faire mieux et être plus astucieux. On a pu voir avec nos techniciens que ça tenait pas la route, d'accord ? Donc c'est la grande ambiguïté de cette affaire, parce que intuitivement, on sait tous que normalement, plus on transforme le produit, plus on capture de la valeur, d'accord ? Sauf que nous, au cas particulier de l'entreprise, plus on le transformait avec la raffinerie, plus c'était risqué et c'était coûteux. Et alors en plus, le produit intermédiaire que nous vendions à peu près, on va dire, 70% du marché, du LME, on le vend maintenant à 82%. Le même prix que le produit fini qu'on faisait avant. J'ai diminué mes coûts de 30%, j'ai le même chiffre d'affaires et ça va même augmenter. Et je suis sur un segment en croissance. Voilà. Donc, il y a des grands experts en métallurgie, j'ai entendu, sur les slogans et qui font du bruit, etc. Mais je peux vous assurer que s'il y a des grands investisseurs et des banques qui sont prêts à investir, c'est qu'ils ont aussi regardé, qu'ils valident cette approche. Le personnel, les salariés de l'usine et de Vallée, comment ils réagissent à toute cette agitation ? Ils gardent le moral, ils travaillent, ils ont des doutes. Bien sûr qu'ils ont des doutes, parce que ils n'osent même pas, vous voyez, ils ont un espoir de se dire ça y est, pour Noël, en famille, on pourra dire à nos enfants et à la famille, ça y est, on a un job et l'entreprise est repartie. Ils se sont battus toute cette année, travaillé dur. Moi, j'ai vraiment un respect infini pour eux, tous. Accord unanime pour l'actionnariat salarié. Alors évidemment, il y a des pressions, et je pense notamment au syndicat USTKE, les pauvres, ils sont tiraillés. Ils voient que la stratégie marche. Ils sont solidaires de leurs collègues, mais on leur dit « Ah non, attention, vous devez vous désolidariser de tout ça. » Jusqu'à présent, on a maintenu l'unité. 93% des salariés qu'on a consultés ont dit « On soutient la stratégie, on est pour ce projet de reprise. » Voilà. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter bon courage pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci Antonin Berriet d'avoir accepté notre invitation. À bientôt.